L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Clair, sérieux, offensif et américain ce matin. Michel Sapin, bienvenue, on est ravis de vous accueillir avec Gilles. Merci, bonjour. Alors on va évidemment parler de ces problèmes de compétitivité. Il y a beaucoup d'autres sujets ce matin, avec le mariage pour tous, avec la mise en examen de Martine Aubry. Mais commençons par Obama. Est-ce que vous, à titre personnel, ça vous satisfait cette réélection? Et est-ce que vous pensez que François Hollande, votre ami, mais surtout le président français, est satisfait ce matin? Comment ne pas être satisfait? Je crois d'ailleurs que les Français, très largement, au-delà du clivage droite-gauche, sont satisfaits de la réélection de Barack Obama, qui est à la fois une très belle figure, aussi une figure très américaine, mais comme on aime l'Amérique, et en même temps quelqu'un qui a aujourd'hui une détermination, une capacité à attaquer peut-être plus fortement, plus vivement les grands problèmes, ces problèmes. Vous savez, quand un problème est américain, c'est que c'est aussi un problème pour la France ou pour l'Europe. Donc ces problèmes, et puis les problèmes du monde, puisque effectivement, les États-Unis sont au cœur des solutions possibles pour ramener de la paix là où il y a de la guerre. Et justement, est-ce que vous considérez qu'il est important, que ça a été le premier voyage de François Hollande, qu'il renoue le contact assez rapidement avec Obama? Et d'abord, est-ce qu'Obama va l'accepter? Oui, je ne prendre la décision ni à la place de l'un ni à la place de l'autre, mais il se trouve que j'ai rencontré l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est par ailleurs un ami de Barack Obama. Et je crois qu'il y a une vraie volonté, après cet épisode gagné par Barack Obama, de faire en sorte que la relation à la fois personnelle, ça compte, mais ce n'est pas le plus important, mais que la relation politique entre la France et les États-Unis soit puissante, soit forte. Je pense que ça se manifestera assez vite. Alors, Gilles Leclerc, les aspects français maintenant, c'est important. Les décisions hier prises par le gouvernement et Jean-Marc Ayrault en particulier, donc on voit en effet, on le soulignait il y a un instant, que la presse est plutôt, je dirais... Ouais, la presse est importante, il faut que les Français aussi soient satisfaits, comprennent quelle est la direction. Il y a quand même, deux reproches qu'on vous fait, c'est de dire, un, c'est très compliqué, et deux, le calendrier va être très long, alors que les entreprises disaient il y a urgence. Alors, sur la mise en place, sur le crédit d'impôt, par exemple, comment on va regarder de près dans l'entreprise? Ce ne sont pas de bons reproches, il y a sûrement des reproches à faire. On y verra, peut-être que vous voudrez m'interroger sur la TVA en disant vous avez changé d'avis sur la TVA. Attendez, ça va venir. Je suis persuadé que ceci... Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses à répondre. Mais sur ce point, c'est pas un bon reproche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est justement toute l'intelligence de ce pacte. C'est de faire en sorte que des décisions soient prises par les entreprises dès 2013 pour relancer l'économie française, pour relancer la croissance française, sans qu'il n'y ait des effets avant, en 2014. Non. Avec des effets immédiats 2013, sur les décisions d'investissement, les décisions d'emploi, les décisions de recherche et d'innovation seront prises en 2013 pour avoir des effets positifs en 2014. C'est toute l'intelligence du dispositif. J'irai même un petit peu plus loin. Puisque les effets, en termes de hausse d'impôts, il y aura des hausses d'impôts, pas seulement moitié économie, moitié hausse d'impôts. Il y aura des hausses d'impôts. Ces effets hausses d'impôts, qui seront beaucoup plus justes, on y reviendra, auront lieu en 2014. Donc il n'y a aucun effet récessif sur la consommation des ménages. Même mieux, il y aura une sorte de boost sur la consommation des ménages pendant l'année 2013. C'est donc un plan extrêmement intelligent et extrêmement pertinent pour soutenir la croissance, l'investissement et l'emploi. Quand je disais tout à l'heure que peut-être c'était un peu compliqué, c'est en tout cas ce que l'opposition dit aujourd'hui. Oui, le crédit d'impôt. Oui. Comment vous allez, dans une entreprise, vraiment regarder de très près si une entreprise crée de l'emploi ou sauvegarde de l'emploi? C'est très simple. C'est pas compliqué comme mise en place? Mais non. D'abord, je trouve très étrange, je dis ça pour vous, mais pour la droite, qu'ils chantent les louanges du crédit d'impôt recherche, que nous maintenons et que nous amplifions, et qui trouve très compliqué le crédit impôt emploi, alors que ça marche exactement de la même manière. On acquiert une année des droits pour l'année suivante. Toutes les entreprises connaissent ça très bien. Et en termes de calcul, c'est d'une simplicité enfantine, c'est la masse salariale entre 1 SMIG et 2,5 SMIG. Et vous prenez un pourcentage de cette masse salariale et ça vous fait un droit à une diminution de vos impôts. C'est simplissime. Et je vous assure que peut-être certains commentateurs à droite ont du mal à comprendre, mais les chefs d'entreprise, ils ont tout de suite compris. Sauf que c'est l'administration qui va examiner tout ça. Non, c'est un système qui est absolument automatique. Vous avez un pourcentage d'une masse salariale. Vous savez, s'il y a bien quelque chose qui est connu dans une entreprise, c'est la masse salariale. Alors justement, sur le financement, où
allons-nous trouver, ou plutôt vous, allez-vous trouver ce fameux 10 milliards de dépenses publiques supplémentaires qui vont être rognés? Et deuxièmement, évidemment, c'est l'argument de la droite. Ah, ils sont très gentils, ils nous sont moqués de nous pendant toute la campagne sur la TVA, et les revoilà avec la TVA. Alors on commence par laquelle? Ce que vous voulez. Alors, commençons par la TVA. Vous êtes des copieurs. Commençons par la TVA. Il y a d'abord, oui, nous allons augmenter la TVA. Donc on ne va pas dire on n'augmente pas. Mais est-ce que nous le faisons de la même manière? Il y a deux grandes différences. La première, c'est que nous ne le faisons pas au même moment. Il y avait quelque chose de criminel pour l'économie française, pour la croissance française, à ponctionner 12 milliards d'euros sur les ménages en octobre, là, en ce moment, quand on voit la situation de l'économie française, avec une croissance zéro, avec une consommation extrêmement faible. C'était criminel du point de vue de l'économie française. Donc nous ne le faisons pas là, nous le faisons en 2014, à un moment où on peut penser... Sauf qu'entre-temps, vous avez quand même vous allez mettre une politique fiscale qui va nous être difficile pour il y a par ailleurs un redressement des comptes publics qui était absolument nécessaire. Il n'y a aucune aggravation. Il n'y a aucune aggravation du prélèvement fiscal qui, comme je vous le rappelle, pèse sur les ménages les plus aisés et sur les très grandes entreprises. Il n'y a aucune aggravation pour 2013. Donc c'est en 2014. Ça, c'est la première grande différence. C'est efficace, alors eux, c'était récessif. La deuxième différence, c'est que ce n'est pas une augmentation massive et généralisée. Nous faisons attention, il y a 3 taux. Oui, il y a même un taux qui va baisser. Le taux le plus faible, celui qui va passer de 5,5 à 5, c'est celui qui touche le plus les classes populaires et les classes moyennes. Parce que ce sont les produits dits de consommation courante, c'est l'énergie. Ça va baisser et d'autres vont augmenter. Donc on fait quelque chose qui est ciblé et qui permet de mettre de la justice dans un prélèvement qui est toujours désagréable. C'est une explication subtile, Michel Sapin, mais vous savez que nous sommes dans un registre et dans un combat politique. Mais on peut être intelligent aussi. J'ai jamais dit le contraire. En économie et en politique. Et donc on peut expliquer que quand on augmente tous les taux de la même manière, ça frappe tout le monde de la même manière. Et quand on en baisse un, c'est celui qui est payé par les plus faibles. Ceux-là, ils vont payer moins d'impôts et les autres vont en payer un peu plus. Voilà. Alors, sur le plan politique, vous savez, Gilles le disait tout à l'heure, qu'ils vont vous dire c'est effectivement une machine un peu compliquée, ce n'est pas un choc, et deuxièmement, vous prenez une méthode qui est la nôtre, qui est celle de la TVA. C'est déjà moins compliqué puisque je viens de donner une explication, et c'est déjà plus clair sur la TVA quant à la différence par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Donc leur argument politique ne tient pas. Évidemment, mais c'est normal qu'ils aient un argument. Mais je vais vous dire une chose, ce qui préoccupe, c'est pas l'argument politique de la droite, c'est est-ce que les chefs d'entreprise, est-ce que les Français, est-ce que les salariés comprennent ce que nous faisons. Et c'est cela ma Sur la première question de Guillaume, sur 10 milliards d'économies supplémentaires, vous allez les prendre où? Qui vont donc s'ajouter aux 10 milliards. Je vous laisse imaginer si nous avions dit nous finançons tout cela par 20 milliards d'impôts supplémentaires. Puisque tout le monde dit, et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas raison, tout le monde, qu'en France, on peut aussi essayer de gagner en efficacité sans avoir à augmenter par ailleurs les impôts pour financer cette efficacité. Moi, je partage cela. Je le partage. Dans tous les ministères, nous avons des possibilités de faire des économies. Il ne faut pas faire ça par petit grappillage, en enlevant un petit par-ci, un petit par-là. 10 milliards, c'est beaucoup. 10 milliards, c'est 1%. Vous savez bien de la dépense publique. Si je vous demande, à vous, est-ce que vous êtes capable de diminuer votre budget personnel de 1%? Vous direz oui. C'est 2 restaurants en moins. Oui, en fait, vous supprimez vos 2 restaurants en moins. Donc on doit pouvoir faire la même chose aussi dans l'État. Mais ça veut dire qu'il faut du courage. Ça veut dire qu'il faut regarder les choses en face. Ça veut dire qu'il faut regarder chacune des politiques publiques et regarder si elle est bonne, efficace et au coût qui est le coût le plus adapté à la mise en œuvre de cette politique. Et ça, ce travail, nous allons le faire pendant toute l'année 2013. Vous verrez, ça sera un travail qui sera question et après Gilles conclura, parce qu'il y a beaucoup de sujets et malheureusement ce matin, à cause de l'élection américaine, on ne peut pas tout traiter. On a l'impression qu'après l'épisode des pigeons, il y a eu une séquence au fond où la véritable opposition en France, c'était les patrons contre la gauche. Est-ce que vous avez l'impression que cette séquence s'est terminée depuis le rapport Gallois hier? Moi, je suis ministre du dialogue social, donc j'ai des relations à 50% avec les syndicats, à 50% avec le patronat. Je suis très équilibré de ce point de vue-là aussi, je l'espère. Et je n'ai jamais senti que nous étions dans une mécanique de guerre. Il y a eu une période là où les patrons se sentaient bien qu'il y a des décisions à prendre du point de vue fiscal ou du point de vue de la compétitivité. Donc il y avait de la pression. Mais ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les commentaires du côté des 50% salariales syndicaux sont plutôt positifs, ou en tout cas pas négatifs, et que les commentaires du côté patronal ne sont
pas négatif, Vous plutôt parlez de Laurence positif. Parisot et du MEDEF. Oui. Bah, C'est ça me paraît peut-être- équilibré. c'est- C'est plutôt le signe d'un bon plan. C'est peut-être à gauche qui a le plus de critiques ce matin, Mais après, y compris Un à votre cadeau majorité. patronal, dit Mélenchon. Oui, mais si on devait fonder tous nos raisonnements sur des réponses à M. Mélenchon, on n'irait pas très loin. Mais il y a des questions qui se posent à gauche. Sur la justice de la TVA. Ouais. On verra dans quelle mesure ceci devra être ajusté au cours du débat parlementaire. Toute Claire. petite question très concrète qui vous intéresse de près. On va doubler le nombre d'apprentis. C'est à partir de quand? Juste. Non, on va se fixer le chiffre de 500 000 alternants. Il y a Ouais, c'est l'apprentissage, mais il y a d'autres mécanismes Alternance, d'alternance. d'accord. C'est-à-dire qu'il faut monter. Ça démarre On ne quand double pas, C'était nous ça la ne question. serions pas capables de doubler. C'est un objectif dès l'année 2013, bien sûr. D'accord. On change de tête de sujet. C'est aujourd'hui au Conseil des ministres. Voilà. d'examiner La dernière le question. mariage de deux sexes. Est-ce que franchement, c'est une vraie priorité pour le gouvernement et pour le pays? Et est-ce qu'on va pas un peu vite? Mais les mesures de société, ce n'est pas des mesures de priorité au sens économique ou social. Celles-là, elles s'imposent, mais c'est des mesures qui sont nécessaires, qui sont justes, qui sont même parfois tellement évidentes pour beaucoup, qui ont été voulues par les uns comme par les autres, à droite et à gauche, au cours des dernières années. Alors là, on est dans le débat politicien. On va mener ce Par débat l'Église. politicien. Non, pas par l'Église, bien sûr, mais l'Église, elle a le droit d'avoir son Toutes propre les églises. jugement. Elles ont le droit d'avoir leur propre jugement, elles ont le droit d'avoir leur propre morale. Mais je fais une grande différence entre la morale religieuse, la morale individuelle et la Mais morale est-ce qu'on est républicaine. obligé de se la mettre un morale problème républicaine, c'est celle de la loi. Mais Michel Sapin, est-ce qu'on est obligé, ce sera la dernière, de se mettre un problème politique sur les bras alors que ça concerne, il y a tous les calculs qui ont été faits, notamment par Favila dans les Échos, 5000 personnes par an. Et alors? Quand on est sur des questions de principe, des questions de liberté, c'est le nombre des personnes concernées qui compte? Non, c'est le principe. Donc c'est ce qui a été promis pendant la campagne électorale. Oui, c'est ce qui a été dit pendant la campagne électorale, c'est ce qui sera fait, et ce qui sera fait de manière déterminée, mais en même temps respectueuse de la pensée et de la croyance individuelle. Et on arrive en pleine forme. Politique Matin, présenté par Patrick Chêne, c'est dans un instant. Le vrai sommet social, ce sont les citoyens français qui doivent s'en saisir. Il faut jouer toutes les cartes sur la table. Aux Français d'apprécier et de juger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça profite au pays et que tout le monde retrouve une morale collective. Un ton, une exigence, un rendez-vous. C'est Question d'info en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, ce soir à 19h30. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Politique Matin qui sera consacré en grande partie aux élections américaines et à la victoire bien sûr de Barack Obama qui est officielle depuis quelques heures. Maintenant, Céline Bittner est avec nous. Céline, la presse quotidienne régionale, qui n'a pas pu, comme la presse nationale, analyser, mais on va quand même ne pas rater ça. Et puis Aurélie, le mercredi, Aurélie Marciro, vous avez choisi évidemment de vous adapter à l'actualité, puisque c'est un livre sur Barack Obama que vous nous présentez aujourd'hui. Exactement. J'aime beaucoup la photo de la une, vous nous la montrerez tout à l'heure. Et puis nos invités politiques, Rudy Sall, député UDI des Alpes-Maritimes. Il est membre du groupe d'amitié France-États-Unis à l'Assemblée nationale. On reviendra bien sûr sur cette élection, mais aussi sur d'autres points d'actualité. Face à lui, Jean Glavany, le député PS des Hautes-Pyrénées, ancien ministre, qui est membre de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Mais avant de savoir tout ça, je vous dis tout de même que juste à peu près à 9h, nous irons en direct à New York retrouver Denis Jambard, notre envoyé spécial qui était déjà présent hier. Denis sera avec nous donc dans une petite demi-heure maintenant. On va en image tout de suite rappeler la victoire de Barack Obama aux États-Unis. Donc c'est lui-même sur Twitter qui a délivré le message. 2 autres tweets et une photo suivront. Tout ceci est arrivé grâce à vous. Merci. Puis nous sommes tous ensemble. C'est comme ça que nous avons fait campagne. Et c'est ce que nous sommes. Merci. Et il a signé B.O. Barack Obama. Ce dernier message était donc signé de ses initiales. Alors comme prévu, c'est sa victoire dans l'Ohio qui lui donne la garantie d'un second mandat de président des États-Unis pour 4 ans de plus. 4 more years, comme chantaient ses partisans lors de son discours de remerciement. L'État clé, donc l'Ohio, avec ses 270 grands électeurs, était nécessaire pour remporter le succès. On va rappeler qu'à l'issue de ces élections, eh bien, le Sénat et la Chambre gardent la même coloration politique. La Chambre est détenue par les Républicains, représentés ici par Mitt Romney, donc la Chambre des représentants. Donc c'est une sorte de
de cohabitation qui recommence avec 2 années de blocage déjà entre un Sénat dominé donc par les démocrates et une Chambre de représentants à majorité républicaine. On va tout de même souligner que Mitt Romney a fait un discours très fair-play. C'est l'habitude aux États-Unis, ça change un tout petit peu de chez nous d'ailleurs. Il a appelé les deux camps à travailler ensemble, il a dit qu'il avait appelé Barack Obama, il l'a félicité, il lui a dit qu'il était prêt à travailler avec lui car ce qui compte avant tout, c'est